Bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé en tant que directeur de cette Maison des Sciences de l'Homme donc d'introduire la deuxième journée de ce colloque. Je n'étais pas là hier, donc je me rattrape ce matin. Donc bienvenue dans cette Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, hein, qui est, vous l'avez vu, un beau bâtiment quand même. Hein. On est sur 3 niveaux. Il y a 45 personnes en tout, hein, dans ce bâtiment. Hein. Lorsqu'il est plein, en ce moment, c'est un bâtiment qui est plutôt plein. Et simplement, alors moi je suis sociologue, alors je vais me permettre deux petites remarques. Et après, je vous laisserai bien sûr entre vous, parce que je pourrais pas rester. Mais en tant que sociologue, j'ai été marqué par un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de sociologie, un ouvrage d'un linguiste qui s'appelle L'Homme de parole. En 1985, Claude Agege a écrit cet ouvrage. Et du coup, j'ai toujours retenu de cette leçon de Claude Agege, bien évidemment que la langue n'est pas la parole et la parole n'est pas le discours, et que la parole est une mise en forme singulière du monde. Et j'ai cru comprendre, en discutant avec Edith, Pierre, Marie-France, etc., que la parole vous intéressait particulièrement. Et nous, en sociologie, alors pas tous les sociologues, il y a des discussions comme toujours, mais la parole est si précieuse. Et je ferai un deuxième petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à Vladimir Jankélévitch, le philosophe. Je dirais que dans les actes de langage et dans nos activités de parole au sens large, dans les presque rien, il y a des presque tout. Dans des gestes, dans des blancs, Pierre, on en discutait, aussi des fois dans un ou deux mots. Par exemple, Pierre, on avait fait une recherche, hein, prendre sa vie en main, c'est pas rien. Prendre sa vie, qu'est-ce que je peux prendre, quelles sont les prises, etc. Et dans ces quelques mots, il y a des presque tout à partir desquels on peut comprendre beaucoup de choses. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, c'est le petit clin d'œil que je voulais faire, parce que c'est si important pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de réflexion, et puis peut-être que je repasserai voir certains d'entre vous que j'ai pas vus depuis quelques années. Voilà. Bravo. Donc, on va pouvoir démarrer la première session. Donc, elle est modérée par Pierre de Oliveira et nous avons 4 conférenciers. Oui, donc on accueille d'abord Laurent Ozou pour la première présentation. Ouais, on y va. Romane Vendroux et Moisseron Bod Mathilde. Je rappelle le format, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Bien, bonjour. Deuxième journée, c'est toujours un peu plus difficile de se lever, j'imagine. Il y a la première journée à digérer. En général, on a des cogitations le soir, et donc la deuxième journée est un peu plus difficile à débuter. C'est moi qui ai cet honneur. Alors, je vais vous présenter des travaux. Alors, c'est important. C'est pas anecdotique, même s'ils sont tout en. Je me rends compte là avec la police tout en bas indiquée. Ce sont mes étudiantes qui ont travaillé sur ce projet. Alors, pas commencer à parler trop d'autorat et de ma mission d'intégrité scientifique, mais qu'est-ce qui fait qu'on est auteur ? La participation au processus de recherche, mais il y a aussi le fait d'écrire, de rédiger et le fait d'assumer les propos qui sont diffusés, valorisés. Il se trouve que je n'ai pas pris le temps, c'est ma faute, j'ai pas pris le temps de les contacter quand j'ai réalisé cette communication et donc je ne sais pas si elles assument ce qui a été écrit et ce qui va être dit. En l'occurrence, pour la suite, je les associerai comme auteurs, puisqu'on a parlé de la suite hier, éventuellement un ouvrage, je les associerai comme auteurs, donc elles sont importantes, elles ont participé au processus de recherche, elles ont collecté les données et bien plus que ça. D'accord ? Donc, on considérera qu'il y a potentiellement 4 co-auteurs à cette communication. Donc, Sarah, Noémie et Emma Goyot, que je remercie avant de débuter. Alors, je vais vous parler de narration, de récit de soi. On en a parlé un tout petit peu hier. Alors, c'est un projet de recherche qui s'inscrit dans une réflexion qui est un peu plus, qui date, qui est un peu plus ancienne de ma part sur le processus d'autonomisation. Alors, ça a structuré un peu ma trajectoire de recherche quand j'étais praticien d'orientation. Avant de rentrer à l'université, j'étais 14 ans, ce qu'on appelle psy-EN maintenant, conseiller d'orientation à l'époque. Et c'était la question qui me taraudait au quotidien. Comment aider les jeunes que j'accompagne à
façonner leur trajectoire, à modifier leur trajectoire, à choisir leur propre loi d'une certaine façon, ce qui est la définition littérale de l'autonomie. Et donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu du temps. J'ai pu commencer à relire, à retravailler sur ces questions-là. Et j'ai élaboré un modèle qui me sert à moi à penser un tout petit peu mes recherches, à donner du lien à mes recherches. Modèle qui est présenté ici, qui permet d'expliquer. Alors, il y a à peu près 1000 lectures là-dessus. Il y a 10 ans de travail, des ouvrages, des articles, un ouvrage théorique, là, du coup, cette théorie, avec l'idée que le processus d'autonomie se construit sur 3 étapes. Alors, avant de décrire les 3 étapes qui servent à structurer l'outil que je vais vous présenter ensuite, une petite remarque sur la définition de l'autonomie. L'autonomie telle que je le conçois, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas assimilé à l'indépendance, donc l'opposé de dépendance. Ce n'est pas non plus l'autonomie comme forme d'expression de soi, non aliénée, ce qui s'opposerait à l'aliénation. C'est l'autonomie comme, alors si j'essaie d'utiliser une métaphore un peu moins jargonneuse, c'est la participation du jeu, JE, au jeu JEX, d'équilibre qui structure notre trajectoire, notre vie, tout simplement, notre subjectivité. Et derrière, il y a un modèle d'un auteur qui est très ancien maintenant en psychologie sociale, qui est fondateur de la psychologie sociale française, qui est Robert Pagès, modèle de l'emprise, donc qui réfléchit sur la notion de causalité et qui réfléchit surtout sur, il y a une épistémologie derrière, sur ce qui constitue, l'ontologie, ce qui constitue la réalité psychologique. Et finalement, il dit il y a 4 bases qui constituent la réalité de notre trajectoire de vie, de pensée. Une base matérielle qu'on va retrouver avec l'environnement biologique et matériel physique. Il y a une base aussi subjective, à travers nos émotions, nos cognitions, nos représentations en partie, mais aussi une base intersubjective, nos représentations sociales. Donc il y aurait 3, finalement, épistémologies en psychologie qu'on retrouve et qui transcendent les disciplines, intersubjectives, subjectives et matérielles ou matérialistes. D'accord ? Et donc il y a bien l'idée de construire un modèle de l'autonomie qui soit centré sur l'environnement interne et externe, et qui soit beaucoup plus large que simplement une vision de l'individu autosuffisant, indépendant ou exprimant le soi indépendamment de son contexte de vie. D'accord ? Bon, une fois que j'ai dit ça, il y a 3 ingrédients, on va dire les choses comme ça simplement, qui permettent de construire l'autonomie dans l'accompagnement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai construit dans le champ de l'orientation. Premier élément, c'est l'étayage. Pour pouvoir être autonome ou construire l'autonomie, ce qui est un état transitoire, il faut une identité stable, positive, différenciée. Donc, ça suppose la mise en place de stratégies identitaires pour pouvoir construire cette identité. Et il faut des fonctions psychologiques normales. Sinon, la question de l'autonomie se pose réellement à l'origine. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Le deuxième pilier, c'est la régulation. Et ça renvoie à mes travaux, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, sur la conscience de soi et de l'environnement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, pour construire l'autonomie, il faut être capable de prendre du recul par rapport à soi, à l'environnement, à la situation dans laquelle on évolue, de façon à construire, c'est le deuxième élément, une anticipation de l'avenir. L'idée, c'est que l'autonomie, ça ne se construit pas nécessairement dans la redéfinition du passé, mais aussi dans la façon dont on imagine des trajectoires différentes dans l'avenir, de façon à modifier ces trajectoires de vie. Mais pour pouvoir modifier ces trajectoires de vie, il faut pouvoir les imaginer. Donc c'est tout le thème de l'anticipation psychologique. Deuxième élément processuel. Et le troisième élément, qui est aussi le plus important et qui renvoie aussi à l'environnement externe, sociétal, c'est ce que j'ai appelé l'expansion, c'est-à-dire la possibilité de traduire ces anticipations dans l'action. Ce n'est pas toujours donné dans n'importe quelle culture donnée, ni en fonction des ressources dont on dispose à un moment donné. D'accord ? Donc, une possibilité d'aller vers l'action, et l'action, c'est indiqué ici, l'action authentique. D'accord ? Ce qui pose la question du soi. Okay ? Bon, voilà, vous avez trois éléments qui définissent le modèle, et la réflexion qui a fait naître ce projet, elle est simple. Qu'est-ce qui, dans une certaine forme de pratique d'accompagnement en orientation, en l'occurrence ici l'utilisation du récit de vie, peut permettre d'alimenter ces éléments du modèle et donc développer l'autonomie psychologique. Alors, je le présente, un peu de méthodologie, je n'ai pas suivi la linéarité de la démarche expérimentale classique. L'outil que j'ai créé à un certain moment pour pouvoir investiguer ce modèle, il repose sur 4 facteurs qui renvoient aux
aux éléments que j'ai présentés précédemment. Un facteur orientation vers le travail, donc là c'est l'autonomie mesurée en milieu scolaire. D'accord ? Une facteur orientation vers le travail, ce qui renvoie à la dimension action. Un sentiment de pouvoir dans la situation, pareil, dimension action, le troisième pilier du modèle. La conscience des sources d'emprise, que j'ai nommé ainsi, mais qui renvoie à la conscience de soi et de la situation. Et puis l'identité, premier pilier du modèle, l'étayage, donc l'idée qu'on est à peu près sûr de ce que l'on est et des intérêts dont on est porteur. D'accord ? Donc un outil qui a été validé selon les standards de la psychométrie et qui m'a permis de commencer à travailler sur ces questions-là. Alors, quelques résultats que je mets en avant pour rendre compte de la valeur prédictive d'une certaine façon de cet outil. Cette mesure d'autonomie-citonomie, elle est corrélée à la maturité de carrière, donc un construit qui permet de rendre compte finalement des éléments de connaissance ou de représentation qui sont nécessaires à la construction d'un projet. On va dire ça de cette façon-là. C'est corrélé aussi aux évaluations académiques objectives et subjectives, donc les notes scolaires en mathématiques et en français, mais aussi les notes scolaires perçues par les élèves ou les étudiants. Ce qui est quelquefois bien plus déterminant pour comprendre les trajectoires d'orientation. On rencontre quelquefois des élèves qui nous disent « Moi, ça va, je réussis bien cette année, c'est très bien. » Et en fait, les notes objectives sont à 5 ou 6. Mais c'est très bien par rapport au grand frère, à la grande sœur, ou c'est très bien par rapport au passé scolaire, ou c'est très bien par rapport aux copains qui évoluent autour de soi. D'accord ? Mais n'empêche, le 5 ou 6, c'est pas la même trajectoire d'orientation qu'un 16 ou un 17. On est d'accord. Donc, il faut prendre en compte les évaluations objectives et subjectives dans cette histoire. En tout cas, l'échelle d'autonomie le prédit. C'est aussi corrélé au facteur de risque de décrochage scolaire, donc finalement le risque de citonomie, donc d'emprise de la situation. Alors, il y a certains éléments qui rendent compte des facteurs de décrochage, l'attitude de la famille envers l'école, le projet, le rendement scolaire, l'absentéisme, l'intérêt pour l'école. Je ne rentre pas dans le détail, en tout cas, c'est prédictif de ces éléments de décrochage scolaire. Et puis, un autre élément, l'affiliation, donc le fait de nourrir des relations, de construire des relations avec les pairs, avec la famille et avec l'environnement des adultes pour les plus jeunes au collège. D'accord ? Donc des éléments qui sont plutôt propices à la réussite scolaire, on va dire les choses comme ça. Donc un outil qui permet de prédire en partie la réussite scolaire. Alors, le projet, il commence avec cette idée que, et ça s'inscrit évidemment dans des courants à la fois de recherche et de pratique actuels dans le champ de l'orientation, repose sur l'idée que la narration est un outil qui permet de construire des trajectoires. Alors, j'ai cité quelques éléments, le modèle du sens, évidemment le travail de Guichard, mais pas simplement, puisque finalement, il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui considèrent que les récits sur soi, et ça fait partie aussi des pratiques usuelles dans le champ de l'orientation, pas simplement l'orientation scolaire, mais aussi les activités de bilan diverses et variées. La narration sur soi, on en a parlé hier, je pense, vous vous en souvenez, sont des éléments de discours, de langage qui permettent de construire certains éléments de vie qui sont propices finalement à une adaptation réussie dans l'existence. Alors, j'ai choisi évidemment de travailler dans une perspective, c'est sous-tendu un peu par l'idée de récit de vie, constructionniste, c'est-à-dire avec l'idée que les récits sur soi permettent de construire une réalité sur soi et sur l'environnement, réalité intersubjective, d'accord, liée aux interactions sociales. Ça permet aussi, c'est ce que dit la littérature, de construire du sens, on en a parlé hier. Ça permet aussi de construire l'identité, c'est associé finalement à la construction de l'identité, même si identité-sens, c'est très lié aussi conceptuellement et empiriquement. En tout état de cause, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on fait de ces récits de vie dans le cadre d'une pratique qui vise à développer l'autonomie en orientation. D'accord ? C'est l'origine et c'est la question posée par ce projet de recherche. Alors, on a exploré un peu la littérature et j'étais un peu surpris parce que finalement la vision des chercheurs sur les récits de vie, sur la narration, sont assez holistiques, sont assez globaux. On retrouve finalement des résultats qui sont intéressants, mais qui ne sont pas aussi pointus et aussi fins qu'on souhaiterait dans l'analyse des processus.
on retrouve quelque chose d'assez simple. Il y a une bonne forme de narration. Alors ça, on le retrouve dans différents courants, les thérapies narratives, mais pas que. Il y a l'idée d'une bonne narration, il y a une bonne forme, quelque part, un gestalt. C'est basé sur une succession d'événements avec une ligne directrice, la question du sens, et de la cohérence entre les différentes parties, les différents événements. D'accord ? Ce qu'on sait aussi du lien entre la forme et puis finalement les éléments psychologiques qui vont être en œuvre dans la création finalement ou l'élaboration de cette narration, c'est que les difficultés narratives sont liées à des inégalités sociales. On n'a pas tous les mêmes ressources pour pouvoir parler de soi ou construire des récits de vie. Deuxième élément, la difficulté à réaliser de la narration sur soi, des récits de vie, est liée aussi à des ancrages particuliers ou à des événements de vie particuliers, traumatisme, prison, violence. On sait que c'est quelque chose qui va aboutir à la difficulté de parler de soi, mais plus exactement de parler aussi de l'histoire. C'est là où on va retrouver ces fameux silences. Ces silences qui sont pleins de présence, ces silences qu'il faut creuser dans l'accompagnement, mais ces silences qui sont finalement le signe d'une difficulté à établir cette cohérence et cette finalité dans la narration de soi. D'accord ? Donc la forme ici est indicatrice de quelque chose de l'ordre du fonctionnement psychologique. D'accord ? Alors, concrètement, sur la forme, le mal-être est associé à des récits incomplets, confus et ayant une fin négative. Ça, c'est une des observations qu'on retrouve de manière récurrente dans la littérature, plutôt clinique, il faut le dire. Les problèmes émotionnels, les traumatismes sont associés au silence narratif, donc cette difficulté de parler de soi en termes d'histoire. Le mal-être est associé aussi à une forme de circularité. Alors, le mal-être, et je dirais un ancrage sociologique dépourvu de pouvoir, parce que ça, Oli Windisch l'avait montré aussi, est associé à une facilité à raconter des histoires de vie qui sont circulaires. Pour dire les choses simplement, la vision ou la représentation du temps et du progrès n'est pas la même quand on est dans une couche sociologique défavorisée, privée de ressources ou favorisée. On aura tendance à avoir une vision du linéaire et progressive des histoires de vie ou des projets ou des événements quand on est favorisé ou qu'on a des ressources psychosociales. Et quand on est privé de ces ressources, on aura tendance à avoir une vision très circulaire. Ce qu'on traduira dans les discussions de comptoir par, vous savez, l'éternel retour. Il faudrait une bonne guerre et on trouverait une bonne solution. Enfin, cette idée de circularité, mais qu'on retrouve aussi dans les histoires de vie. C'est-à-dire l'éternel recommencement qui est finalement la façon de raconter quelque chose d'assez linéaire. Okay. Et alors, à contrario, même si c'est une critique au départ de Bourdieu sur les récits, la cohérence biographique qui est indicatrice de quelque chose qui est de l'ordre de la prévisibilité des conduites. Et je vais assez vite, si je comprends bien, je suis... Ok, je suis long, comme toujours. Ok. Alors, je vais essayer d'aller vite. Je vais aller plus vite. J'espère que je ne vais pas aller trop vite. On a donc demandé, et là il y a un contexte qu'il faut prendre en compte, on s'est retrouvé en pleine crise Covid. On avait prévu de demander à des étudiants de raconter leur histoire de vie. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on était confinés les uns les autres, les étudiantes aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par le logiciel en ligne et on a demandé, c'est une trace écrite, c'est plus tout à fait la même chose, ça n'a pas la même saveur et ça n'a pas la même construction non plus. On a demandé à ces étudiants qu'on a contactés par divers réseaux, de raconter leur histoire de vie, mais une histoire de vie écrite. Et je pense que c'est une limite essentielle au travail qu'on a réalisé. On s'est basé sur les travaux de Kenneth Derdien qui distinguent finalement 3 types de récits. Il dit finalement il y a 3 façons de parler de soi. Il dit il y a les progressions narratives, où finalement on a un but qui structure notre histoire de vie, et ce but est renforcé au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Il y a aussi une régression narrative. C'est l'idée qu'on a toujours un but, mais que ce but est empêché et qu'à un certain moment, on va aller dans le renoncement, une régression narrative. Et puis, il y a aussi des récits qui sont linéaires, sans changement, sans but, sans cohérence, mais qui sont, je dirais, assez fades, d'accord ? Sans idée de progression dans la vie ou sans idée de régression dans la vie. Et on a ajouté aussi deux autres formes de récits, 2 autres catégories dans la typologie, la fragmentation narrative et puis la récurrence des buts. Donc cette idée de cyclicité et cette idée aussi de blanc, de trou, de manque dans le récit, d'accord ? Pour rendre compte de la littérature, notamment clinique, à propos des récits que je viens d'évoquer précédemment.
Alors, je passe cette hypothèse, on va aller assez vite. La méthodologie, 222 femmes, 45 hommes, on n'a pas fait de mesure de comparaison entre les deux. On a donc collecté les données via un logiciel qui permettait de collecter des récits écrits en ligne, d'accord ? On a décidé donc, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a chacun lu les récits et on a essayé de les catégoriser comme étant linéaires, régressifs, circulaires, etc. Et le critère de décision, c'était le kappa de Cohen pour avoir une fidélité interévaluateur suffisante. Donc on a réussi à atteindre une fidélité suffisante, évidemment. C'était posé, c'était les questions sur évidemment les caractéristiques des participants, l'histoire de vie. Ils devaient donc raconter le parcours d'orientation, la formation, le lieu, c'était la consigne, l'établissement fréquenté, les projets, les décisions, les événements noyaux. Et puis il y avait cette échelle d'autonomie pour voir la corrélation, le lien entre autonomie et récit de vie. Alors, je vais essayer d'aller assez vite aussi là-dessus. C'était des exemples de récits, on reviendra peut-être derrière, mais l'idée, voilà, stabilité, j'ai décidé d'être pompier en 6e et j'ai réussi à devenir, après mon DUT HSE, ça c'est linéaire. Progression, j'ai décidé d'être pompier en 6e, j'ai pu rentrer comme pompier volontaire, puis ensuite j'étais convaincu et finalement, etc., ça a donné de l'importance. Donc, renforcement de la cohérence et un but qui est linéaire. La régression, j'ai décidé d'être pompier, mais après une expérience de 2 ans comme pompier volontaire, je me suis rendu compte que je n'en ferais pas mon métier. Ça, c'est un récit régressif. La fragmentation, alors je rêvais d'être pompier à la sortie du collège, j'ai suivi une orientation qui m'a amené vers la comptabilité. Il y a un trou entre deux, on ne sait pas pourquoi, et il n'y a pas d'explication. Et puis la cyclicité, j'ai décidé de devenir pompier, je n'ai pas pu le réaliser pendant mes études, mais à 45 ans, je me retrouve dans une situation de chômage et peut-être que je pourrais essayer de devenir pompier. Là, on a des récits circulaires. Okay, ça vous donne une idée de la façon dont on s'y est pris pour catégoriser le langage. Enfin, les discours, excusez-moi. Alors, les événements, ce sont des transitions. Je ne rentre pas trop là-dedans, mais ce sont des transitions. Le morcellement, finalement, du langage, il se situe là, dans les transitions diverses, problèmes de santé, voyage, échec académique, divorce, décision des enseignants, etc. Alors, du point de vue de la prédiction, on avait des mesures d'autonomie d'un côté, et puis on avait des types de récits de l'autre pour chacun des participants. On se rend compte que le seul lien qu'on observe, c'est un lien entre les récits fragmentés et la mesure globale d'autonomie. C'est-à-dire que quand on essaie de prédire l'autonomie, le fait de ne pas être capable d'avoir un récit cohérent, orienté par des buts et finalement sans blanc, on va dire les choses comme ça, est un prédicteur négatif de l'autonomie sur le plan psychologique. D'accord ? Alors, si on regarde un peu les sous-dimensions de l'échelle, on se rend compte qu'on retrouve cet effet de la fragmentation sur plusieurs sous-dimensions. On se rend compte aussi que l'identité, un des facteurs, le 4e facteur du modèle de l'échelle, est prédite progressivement par la progressivité narrative. Donc finalement, si on regarde un peu les résultats globaux, on pourra en discuter après, la fragmentation, c'est un indicateur de risque pour l'autonomie. Les transitions sont des éléments de fragmentation, c'est lié aux transitions de vie, mais ça, c'est pas très nouveau dans le champ de l'orientation. La progressivité narrative, donc la capacité de pouvoir décrire un récit de vie linéaire, cohérent et structuré, est un indicateur facilitateur de l'autonomie via l'identité. Et donc la question qui se pose, au-delà des ouvertures possibles, c'est l'explication de cette relation. Grosso modo, on a observé une corrélation. Ça peut s'expliquer pour moi de 2 grandes façons. Une façon qui serait un peu pauvre, c'est de dire que finalement les inégalités socio-économiques ou l'efficience personnelle, intellectuelle ou autre, est responsable finalement de cette difficulté à l'arrêt et en même temps est responsable de cette baisse de l'autonomie. D'accord ? On retrouverait quelque chose d'assez cohérent avec la littérature, mais assez pauvre du point de vue constructionniste, qui est la perspective que j'ai adoptée. Et l'autre perspective que je souhaite continuer, mais en repartant sur des récits de vie structurés autrement que par l'écrit et en ligne, c'est que finalement, les récits de vie pourraient être des éléments structurants de l'autonomie, constructeur de l'autonomie, d'accord ? Donc avec une relation, je ne veux pas dire causale, mais en tout cas qui soit un peu plus directe et linéaire entre la structuration des récits de vie et l'autonomie psychologique. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Je suis désolé, j'étais un peu long sur la première partie, un peu rapide sur la deuxième. Bon, 20 minutes tout pile. C'est bien. On a le temps pour juste une question ou deux très rapidement.
Une très petite. Une toute petite, ouais. Donc, dans la catégorisation des différentes formes, là, vous êtes appuyé finalement sur des catégories qui étaient dans le modèle dès le départ, mais vous n'utilisez pas d'indicateur ou de marqueur langagier. Si. Ah, parce qu'en fait, ça paraît... Connecteur de but, liaison, etc. D'accord, et donc du coup, vous les avez comptabilisés ou est-ce que vous avez juste, comme ça, dit, on s'appuie sur ça, c'est des traces? On s'en est juste servi comme grille d'observation. D'accord. Et je les ai, je peux les fournir sans problème. D'accord. Oui, on s'est servi de présence d'indicateurs, etc., langagiers, discursifs, pour pouvoir établir la cohérence à la fragmentation. Oui, voilà, parce que c'est en fait le connecteur qui est la base. Oui, tout à fait. On avait aussi des catégories, du coup, des référents noyaux, présence de but, absence de but, etc. Il y a aussi des récits sans but. Bon. Mon étudiante favorite qui prend le micro. Oui. Ça parle pas. Ah si, pardon. Je ne sais pas si c'est approprié comme question, mais du coup, comment on applique ça concrètement à la pratique Parce que là, c'est très théorique, mais du coup, quand vous êtes face à un élève, Justement, alors, le projet, il est pratique. La question, elle est plutôt là. Elle n'est pas tant d'expliquer finalement la structuration de l'autonomie, si, c'est aussi un objectif théorique affiché, mais elle n'est pas tant d'expliquer l'autonomie dans cette étude-là, puisqu'il s'agissait simplement d'établir une corrélation, une prédiction. C'est justement pouvoir étayer la pratique sur les récits de vie. Qu'est-ce que je fais en tant qu'observateur de ces récits de vie, pas en tant que narrateur, mais en tant qu'observateur, celui qui recueille ces récits de vie, pour prédire quelque chose qui est de l'ordre de la réussite scolaire ou universitaire, puisque les deux sont prédictifs. Donc on est bien dans un outil ou un résultat qui permet d'alimenter la pratique. Vous êtes conseillère bilan, vous avez quelqu'un qui raconte sa vie. À partir de la forme, on est dans la forme, à partir de la forme du récit, vous pouvez déjà prédire ce que j'ai dit, c'est-à-dire des facteurs de risque ou des facteurs plutôt facilitants des trajectoires d'orientation. Je parle bien de la forme du discours. Et ça, vous le recueillez dans l'interaction ou dans la co-construction. Oui, mais du coup, par rapport à l'autonomie dont vous parliez au début, comment est-ce que c'est possible qu'on l'améliore? Parce que vous dites que c'est nécessaire pour que les élèves ils avancent, mais du coup... Alors on en reparlera après, mais c'était un peu là, j'étais vite. Avant de pouvoir dire que les récits de vie finalement améliorent l'autonomie, il faut lever aussi l'hypothèse, il faut affirmer l'hypothèse que les deux sont liés ou à des difficultés sociales ou à des difficultés cognitives. On n'en est pas encore à dire que prédictif, c'est pas explicatif. On n'en est pas encore à dire que les récits de vie favorisent ou provoquent finalement des éléments favorables à l'autonomisation. Ok, on n'en est pas encore là. Ok. Merci Laurent. Donc, on accueille maintenant la présentation d'Henri Louis Isabelle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler pour ma part de dialogues familiaux et de partage émotionnel à propos de Parcoursup, au moyen d'un dispositif qui consiste en 2 analyses de discours croisées recueillies en 2 occasions. Donc, nous avons travaillé avec Laurine Blanchard, qui était étudiante à ce moment-là, et Isabelle Soidet, une collègue. Nous sommes toutes les 3 enseignantes-chercheuses à l'université Paris-Nanterre, au LAPS. Alors, d'abord, quelques mots sur les transitions et les émotions. Donc, les transitions de carrière, tu l'as dit, Laurent, sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes. Ça contribue à des avenirs incertains. Ça relève moins de changements objectifs que de changements perçus, avec des transitions qui modifient à la fois les rôles, les relations, les habitudes et les façons de penser. Pour cette raison, ça se révèle particulièrement insécurisant sur les plans émotionnels et identitaires. Alors la transition post-bac, on peut la qualifier de normative, elle est attendue, anticipée, elle est médiatisée par une plateforme, elle débouche sur une décision d'orientation qui est cruciale pour l'avenir des jeunes et en cela, elle est particulièrement éprouvante au plan émotionnel. Alors Parcoursup, vous connaissez tous, maintenant, il y a plusieurs phases et un algorithme, il y a des accompagnements qui sont faits par les enseignants pour expliquer la plateforme, les choix de carrière, et puis par les parents pour aider à la constitution des pièces du dossier qui va être déposé sur Parcoursup.
Donc il faut savoir que les lycéens, lycéennes, en fin d'année scolaire, en classe de terminale, ils sont confrontés à un véritable embouteillage logistique, puisque les épreuves du bac qu'ils passent se télescopent avec les retours de Parcoursup, face auxquels ils doivent prendre des décisions. Donc selon les enquêtes, c'est très stressant cette période pour eux. Alors, quelques éléments théoriques maintenant sur vécu et partage émotionnel durant cette transition. Eh bien, celle-ci appelle les lycéens, lycéennes à se questionner sur leurs intentions, leurs aspirations, les choix d'avenir possibles, probables, désirables pour eux. Et ils sont amenés à ajuster leur conduite au feedback reçu. Et tout au long de ce processus, eh bien, ils éprouvent moult émotions, à la fois positives, de l'excitation, de l'enthousiasme, et négatives, avec beaucoup de stress et de nervosité. Alors, ils peuvent garder tout ça pour eux-mêmes, mais ils peuvent aussi essayer d'en parler autour d'eux, ne serait-ce que pour extérioriser puis donner sens à ce qui est ressenti. Et selon la manière dont ça va être reçu par leur interlocuteur, eh bien, ça peut leur apporter pas mal de bénéfices psychologiques. Alors, voyons maintenant en quoi consiste le soutien parental et les dialogues familiaux. Les parents constituent ici des référents identitaires importants pour les choix de carrière. Ils ont de l'expérience, ils ont des connaissances, ils peuvent faire preuve d'une compréhension empathique, d'un regard positionnel en tant que parents. Et puis, ils peuvent apporter un soutien, notamment informatif, instrumental, revalorisant ou émotionnel. Alors, on a là quelques exemples d'interventions d'aide parentale qui ont été recensées par la littérature. Et puis, certains ont pointé aussi que les modalités d'intervention, elles peuvent consister à apporter de l'aide, mais aussi à ne pas le faire, à se désengager parce qu'on se sent proprement démunis soi-même, ou bien à interférer dans les choix des jeunes en essayant de faire pression. Signalons aussi qu'au sein des communications intrafamiliales, les discours ont été un peu étudiés et on voit qu'il y a des devises, des mantras familiaux qui véhiculent aussi les attitudes parentales. Par exemple, c'est bien de viser le plus haut dans la vie, ou encore l'important c'est que ce soit les jeunes eux-mêmes qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Alors, le but de la recherche ici, c'est de décrire les émotions à leur partage lors de la transition post-bac et de répondre aux 3 questions suivantes. Comment s'expriment les vécus émotionnels des lycéens et de leurs parents? Dans les dialogues familiaux, quelle place est faite aux émotions, au soutien des parents, avec quels effets? Et enfin, comment les émotions et leur partage interactionnel évoluent-ils dans le temps de la procédure Parcoursup? Alors, la méthode, c'était une grosse étude donc, sur l'impact émotionnel de Parcoursup sur les conduites d'orientation qui a été pilotée par le CNAM et financée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y avait un volet quantitatif avec beaucoup de questionnaires appliqués et puis un volet qualitatif dans lequel je me suis davantage investie moi-même. Alors, ce volet qualitatif reposait sur des entretiens qui ont été menés pour chaque cas en 4 occasions, enfin en 2 occasions et auprès de 2 personnes, le lycéen et un de ses parents. Les 2 occasions étant le printemps, le moment où les jeunes déposent leur dossier et font leurs vœux, et puis le début de l'été quand ils reçoivent des retours et qu'ils doivent prendre des décisions. Voilà, donc je vais vous parler uniquement de cette partie qualitative où on a contacté donc 24 élèves scolarisés soit en terminale pour préparer un bac général, soit un bac professionnel, et puis donc leurs parents. Alors voici les guides d'entretien qui ont été utilisés. Donc, ce n'est pas exactement la même chose dans les 2 temps et pas non plus exactement la même chose selon qu'on s'entretenait avec l'adolescent ou avec le parent. Alors, globalement, donc, on va retrouver avec l'adolescent le déroulement de la phase de vœux, le vécu émotionnel de Parcoursup, le partage social, les bénéfices psychologiques, les stratégies de faire face. Ça, c'est pour le temps 1. Et avec le parent, il y a ça aussi pour lui, mais aussi le regard qu'il va porter sur son enfant.
Sur le second temps, on ajoute à ça le récit des changements par rapport à l'entretien précédent, et puis le faire face, l'anticipation de l'avenir et le bilan de l'expérience Parcoursup. Alors pour soi, pour le jeune, et puis aussi pour le parent, en ce qui le concerne. Alors, les méthodes. Je vous ai annoncé 2 méthodes. Donc, on a retranscrit le tout et on a procédé à 2 analyses distinctes. L'une lexicométrique, automatisée avec Iramutech, et l'autre manuelle, ad hoc et centrée sur l'énonciation. Donc, on a fait ça en pensant qu'une triangulation des méthodes d'analyse, ça pouvait contribuer à ce que non seulement les méthodes renseignent sur l'objet de la recherche ici, mais aussi que l'objet de la recherche renseigne sur les méthodes et leur complémentarité. Alors, je vais vous présenter un seul cas. Cassandra, 17 ans, qui est en bac pro et qui envisage une poursuite d'études pour devenir infirmière et qui fait ses vœux donc les vœux mentionnent plusieurs instituts de formation en soins infirmiers. Alors, l'analyse de discours manuel, on s'est posé la question suivante: comment les contenus thématiques, en particulier les vécus émotionnels, sont-ils énoncés? Donc, on a dans le corpus choisi et catégorisé des énoncés adolescents et parentaux en référence à 3 contenus: vécu émotionnel, de soi perçu par soi, de l'autre perçu par soi, le soutien parental, ses effets et la relation entre les deux. On a illustré chacun de ces thèmes par des énoncés types et des marqueurs langagiers. On a comparé les discours adolescents parentaux, puis on a comparé ce qui se passait au premier temps et au second temps. En ce qui concerne l'analyse de discours lexicométrique, donc, on s'est posé la question des classes d'associations lexicales qui étaient révélées ici par l'analyse et des variables auxquelles c'était associé. On s'est intéressé donc au temps de recueil, T1, T2, et puis à la personne répondante, la mère ou la fille. Enfin, le parent, pardon, c'était plus souvent la mère, mais pas toujours, le parent ou la fille. Alors, je vais passer rapidement sur ces tableaux, juste pour vous montrer comment ils sont faits. Donc, on a 4 tableaux à chaque fois. T1, la fille, T1, la mère, et puis T2, les deux. Et puis, à chaque fois, vous retrouvez les thèmes, les sous-thèmes à gauche, les énoncés types et les marqueurs langagiers. Alors, je passe un peu rapidement là-dessus. Je voudrais passer un peu plus de temps sur ce tableau qui récapitule un petit peu les éléments. Donc, Cassandra, au début, elle est confiante dans ses chances de rejoindre l'école d'infirmière de son choix parce qu'elle a de très bons résultats scolaires. Sauf qu'à un moment donné, elle se rend compte que les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Elle est en bac pro et elle a de ce fait moins de chances en moyenne. Elle fait part d'une situation stressante en soi sans se l'attribuer personnellement et elle trouve que les échanges avec son entourage sont d'un grand soutien émotionnel. Sa mère, quant à elle, fait part d'émotions à la fois négatives. Au début, elle a peur elle-même de ne pas être compétente pour accompagner sa fille. Puis ensuite positives, parce qu'elle se rend compte que les enseignants font bien leur travail et qu'elle va être soutenue. Mais à nouveau, elle a peur pour sa fille, peur de la voir perdre sa confiance quand elle a ce retour sur ses chances effectives. Et puis risquer de se retrouver sans proposition. Donc, elle dit avoir engagé des actions d'aide concrète et de soutien émotionnel pour sa fille. Voilà. Alors, si on compare les deux, elles évoquent toutes les deux un stress dont la source diffère. Et si on regarde le soutien, eh bien, la maman insiste pour dire que elle veille à lui laisser la place dans les décisions. Elle se contente d'assurer des solutions de repli et elle cherche à se montrer positive, parfois en dépit de ses propres craintes. Dans le temps 2, au départ, Cassandra n'est pas acceptée, mais elle remonte vite. Et puis, donc, elle est rassurée. Elle voit qu'elle va obtenir l'école de son choix. Donc, elle nie toute forme d'inquiétude, si ce n'est en ce qui concerne le logement. Elle est très reconnaissante envers l'aide de sa mère. Elle a ressenti que sa famille était joyeuse pour elle. La maman, quant à elle revient sur la forte pression qu'elle a subie ici, parce que pour chacune des écoles objet de vœux, il a fallu qu'elle cherche des logements en se disant à chaque fois ça va être possible. Donc elle a beaucoup travaillé.
Ces craintes se sont déplacées un peu sur l'avenir. Finalement, la fille va être affectée dans une école qui est de très bon niveau, en tout cas difficile à obtenir, et la maman craint que sa fille ait des difficultés d'adaptation, qui n'est pas tout à fait le niveau. Mais bon, elle exprime son soulagement et voilà. Au niveau énonciatif, elle se met davantage en avant qu'elle ne le faisait au temps 1, en s'attribuant les questions administratives, le logement. Elle continue à parler de co-construction pour les décisions de sa fille. Elle estime son soutien bénéfique. Donc il y a une consonance entre les deux, effective mais relative. Il y a des inquiétudes qui subsistent, qui ne sont pas de même nature encore. Voilà, Cassandra, elle est maintenant tournée vers son avenir. La maman, elle a fini un peu pour le travail d'aide à l'orientation, mais voilà, elle continue à douter un peu des choses. Alors si on compare les deux temps, maintenant, le discours est assez stable dans le temps pour Cassandra. Elle a souvent de la confiance, puis du doute, puis à nouveau de la confiance. Chez elle, ça se succède. Chez la maman, il y a une coexistence d'émotions positives et négatives, et la maman nomme et analyse des émotions complexes, voilà. Et sa place énonciative a bougé aussi. Elle est plus présente elle-même dans le temps 2 que dans le temps 1. Elle a tendance à minimiser un peu l'autonomie de sa fille dans le temps 2. Alors, si on regarde maintenant ce que ça donne avec l'analyse lexicométrique, on a obtenu une classification ici en 5 classes, avec les 2 premières à gauche qui concernent plutôt les processus socio-discursifs et anticipatoires et qui sont associés à la variable ici Cassandra, en tant que personne répondante. Et puis à droite, on a ici quelque chose qui concerne davantage les processus institutionnels et émotionnels, qui est plus associé aux propos de la maman et parfois au temps 2. Alors, si je continue. Donc, la classe 4, elle concerne essentiellement des discours propres aux soutiens sociaux, avec le dialogue mère-fille, les autres soutiens, et le pointage de discours qui ont des effets plutôt décourageants pour Cassandra. Donc, on voit que ça associe à son propre discours. La classe 3, idem, et ça concerne cette fois l'anticipation sur les chances de réalisation des vœux. De l'autre côté, classe 1, donc là c'est associé au discours de la maman et c'est associé au temps 2 particulièrement, ça porte essentiellement sur les stratégies ici de vœux. La classe 2, elle porte sur la tension émotionnelle liée à la temporalité des phases. Ce ne sont pas les mêmes craintes pour les 2 temps, notamment du côté de la maman. Et pour la classe 5, ici, c'est le vécu émotionnel lié au fonctionnement et à l'encadrement de la plateforme. Et c'est un petit peu plus technique et institutionnel. Alors, j'en viens à la discussion-conclusion. Du point de vue de la nature des émotions, on voit bien ici qu'il y a à la fois des émotions négatives, des émotions positives qui sont éprouvées à la fois par les lycéens et par leurs parents. Là, je déborde le cadre du cas présenté, ça concerne l'ensemble de l'échantillon. Il y a une relative similarité du vécu émotionnel dans les 2 populations, à ceci près qu'il y a quand même certaines émotions spécifiques, par exemple colère, déception, surprise, ça c'est chez les parents, hésitation, nostalgie, excitation, sentiment anticipé d'indépendance et d'avoir grandi, important chez les adolescents qui vivent une expérience accélérée de choix, qui a pour but donc du coup de les amener à se projeter et à faire preuve de réflexivité aussi. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que si la littérature souligne surtout les effets des émotions négatives, là, il y a aussi des émotions positives qui entrent en jeu et qui coexistent avec celles négatives. On peut parler d'émotions mixtes. Sur les formes du soutien parental et leurs effets, eh bien, ce qui est cité par les adolescents renvoie bien à la littérature. Ça a des effets souvent positifs, soutien émotionnel, informationnel, encouragement, prise de recul et réflexion encouragée, mais parfois aussi négatifs, avec la pression excessive qui peut être évoquée, et puis la reprise de rumeurs non certifiées. Par les parents, c'est pas formulé tout à fait de la même manière. Ils insistent sur les encouragements de soutien, les conseils, et ils perçoivent aussi que ça peut avoir des effets positifs et négatifs.
Enfin, en ce qui concerne l'évolution des discours au fil du temps, eh bien, c'est moins marqué par les émotions négatives lors du second entretien, mais il y a quand même une sorte de persistance du sentiment d'insécurité ici, qui persiste dans les deux populations. Et les formes de soutien parental se maintiennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Finalement, la préparation sur Parcoursup de cette transition s'est vécue comme une épreuve émotionnelle importante pour tous. Ça occasionne des échanges, un partage significatif. Alors évidemment, il y a beaucoup de différences, dont je ne parle pas ici, mais il y a des différences, et dont les bénéfices psychologiques sont bien perçus en général, notamment parce que ça permet de réguler les émotions, parce que ça permet d'atténuer le stress perçu, parce que ça permet de renforcer les liens affectifs enfants-parents, et puis parce que ça permet aussi d'engager durablement une réflexion sur les aspirations. Alors, l'un des intérêts, à mon sens, de cette étude, c'est d'avoir permis de confronter les discours et les méthodes d'analyse. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, finalement ? Les discours, ils évoluent dans le temps, ils traduisent en quelque sorte la maturation sous l'effet des dialogues, sous l'effet des retours aussi, du réel, retours pédagogiques, réponses de Parcoursup, etc. Ça serait intéressant de pouvoir suivre les protagonistes sur une période ici plus longue que ces 2 temps. Les méthodes d'analyse, elles ont produit des résultats un peu complémentaires. À notre sens, l'analyse manuelle permet d'analyser des éléments plus fins, mais elle procède par extrait. Donc, elle se centre sur nos objets d'étude, les émotions, le partage émotionnel, et c'est là-dessus, et puis les processus énonciatifs. Donc, c'est là-dessus que c'est particulièrement fin. L'analyse lexicométrique automatisée, elle prend en compte l'ensemble du corpus, avec les 2 temps, les 2 intervenants, et du coup, elle va prendre en compte de façon exhaustive la manière dont chaque acteur, y compris les acteurs institutionnels ici, les enseignants, l'institution, etc., vont contribuer à ce qui se passe et vont parfois permettre de réassurer les acteurs. Et donc ça va contribuer à la formation et à la transformation des émotions de Cassandra et de sa maman. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. J'avoue que j'ai été très intéressée par la dernière remarque qui est que finalement l'analyse manuelle permet de mettre en évidence des éléments un petit peu plus fins. Et la question que je me posais était tout simplement de savoir s'il était possible, à travers l'analyse et puis les extraits que tu as présentés, de mettre en lien précisément certains marqueurs de discours et certains états émotionnels, parce que tu as parlé d'émotions négatives et positives, mais c'est relativement large. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner... Voilà, c'est là. Ouais. Alors, tu veux dire sur l'analyse lexicométrique ou sur l'analyse manuelle ? Sur l'analyse manuelle, justement. Sur l'analyse manuelle, oui. Alors voilà, le type de marqueur langagier que j'ai utilisé, l'infirmation, la prise en charge énonciative, l'intensité, l'opposition, la reformulation, enfin voilà, ce sont des choses très fines. Alors il resterait à faire ce travail, oui. Centré du coup sur les marqueurs langagiers, oui. En lien avec les émotions. Je te remercie, c'est une piste. Alors souvent, ça vient renforcer, nuancer, oui. S'approprier davantage. Enfin, ça ajoute quelque chose sur un tableau d'émotions qui peuvent être celles des jeunes ou de leurs parents. Et puis, ça vient de rendre compte aussi souvent de quelque chose de relationnel entre les deux, puis surtout dans les discours des parents qui ont à se prononcer sur leurs propres émotions, mais aussi sur celles de leurs enfants. Merci, on a pris un petit peu de retard. Laurent, peut-être une dernière question, rapidement. En lisant les émotions et le tableau suivant, là, il me semble qu'il y a aussi une autre
dichotomie qui permettrait de comprendre ce qui se passe, c'est celle d'émotions anticipées et d'anticipation. Oui. Et les émotions qu'on ressent ici maintenant en imaginant ce qui va se passer à l'issue de Parcoursup, et à celles qu'on imagine qu'on va ressentir à l'issue de la décision de Parcoursup. Là, je pense que ce sont les premières qui sont essentiellement concernées. Hein. On n'interroge pas trop sur comment on se verrait si on était. Je l'ai vu du côté des parents situation. dans tes résultats tout à l'heure, les émotions anticipées. Oui. Et peut-être qu'il y a quelque chose à les creuser là-dessus, mais ce sont celles qui sont qui sont corrélées positivement aux décisions ici et maintenant. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de cette dichotomie-là. Enfin, on en reparlera si tu veux. Mais... Oui, d'accord. Il me semble qu'on a travaillé davantage sur les premières. Oui, les premières. Alors, dans le cas que tu présentes, sur la jeune fille, ce sont les premières. Et la maman anticipe ce qui va se passer. Oui, alors la maman anticipe beaucoup plus que la fille. Et là, on retrouve les émotions. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais elle n'anticipe pas ses émotions de quand sa fille sera à l'école d'infirmière. Hein, elle anticipe ce qui va se passer pour sa fille dans un même proche temps. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est vrai. Merci. Merci pour cette présentation. Donc nous allons écouter maintenant Vendroux Romane. Alors, bonjour à tous. Là, on va changer de contexte. Donc, c'est plus forcément dans le champ de l'éducation, mais plutôt dans le champ de nos relations sociales. Je vais vous présenter, je m'appelle Romane Vendroux, enchantée, et je vais vous présenter une étude qui cherche à explorer les différents types de relations sociales qu'on peut avoir autour de nous grâce à une méthode assez particulière qui est le répertoire linguistique. Donc en fait, cette étude est partie de questionnements et de constats que nous avions déjà de la littérature, en sachant qu'il existe plusieurs modèles en fait, des types de relations que nous avons autour de nous. Mais nous cherchions à comprendre comment mieux améliorer en fait, la théorisation de ces différents types de relations sociales en utilisant en fait, directement le langage et le discours des personnes qui sont directement concernées. Donc avant ça, nous avons regardé dans la littérature, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de nombreux modèles très intéressants sur les relations sociales, notamment celui de Fisk. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais nous avons dû faire des choix. Nous avons pris celui de Fisher en 1999 qui permet de diviser nos relations sociales en 3 grandes dimensions. Une première des relations sociales interpersonnelles, donc tout ce qui est famille, amour, amis. Une deuxième, c'est les relations institutionnelles, donc là, toutes les relations sociales que nous avons à l'intérieur d'une institution. C'est-à-dire des fois dans différentes familles, mais surtout en fait, dans le milieu professionnel ou encore à l'école chez les jeunes. Et enfin, les relations sociales, qui, elles, en fait, sont des relations beaucoup plus vastes, qui existent dans un champ beaucoup plus vaste de notre existence, et en fait, qui ne sont juste pas les relations interpersonnelles et institutionnelles, pour simplifier la chose. Donc notre but, c'était de comprendre en fait mieux cette typologie à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur de ces relations? Comment est-ce que les personnes en parlent? Comment est-ce qu'on peut utiliser le langage? Et surtout, comment partir en fait du matériel de base, des pensées des individus et des mots disponibles dans leur esprit pour pouvoir fonder une typologie des relations sociales, donc basée sur de la théorie, mais en s'appuyant sur un répertoire linguistique. Donc, comment est-ce que nous nous y sommes pris? Pour répondre à cet objectif, nous avions 3 grandes missions. Une première, c'était de pouvoir répertorier la totalité des adjectifs qualificatifs dans un dictionnaire qui ont un lien avec les relations sociales. La deuxième mission, c'était de demander aux participants de eux-mêmes les classifier pour ensuite, d'un point de vue des analyses, en fait, nous avons analysé ça par analyse factorielle. C'est un peu comme des analyses en cluster qui nous permettent de regarder toutes les différentes dimensions qu'il peut y avoir à l'intérieur des relations sociales. Donc, mission 1 accomplie, avec un total de 372 adjectifs qualificatifs que vous pouvez retrouver sur l'Open Science Framework, Sciences ouvertes, si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Et ensuite, donc, il nous fallait faire en sorte que les personnes puissent catégoriser ces différents adjectifs qualificatifs. Et nous avions un total de 725 participants, de 12 à 69 ans, mais qui savaient bien parler français. Et en fait, ces personnes-là étaient divisées pour aller dans un groupe particulier. Nous avions 4 grands groupes. Le groupe des relations professionnelles,
le groupe avec 183 participants, des relations personnelles dans tout ce qui est amis, famille, amour. Et ensuite, sur la vision plus large des relations sociales, en fait, nous avions un groupe de relations sociales réelles, avec, en fait, c'est les interactions sociales qui sont directes, qui sont vécues avec les personnes, et les relations sociales symboliques que nous avons appelées, ou sinon ça peut aussi être appelé relations parasociales, par exemple. En fait, c'est les relations qui ne peuvent pas directement être vécues, mais qui existent quand même. Donc, ensuite, nous avons analysé nos résultats et nous nous sommes rendus compte que dans la totalité des relations sociales que nous avions, en fait, nous avions cinq grandes dimensions. Grâce à l'analyse factorielle, avec une première dimension où on voit que les mots qui apparaissent, ce sont les mots chaleureuse, collective, douce, amène, convenable. Donc tout le côté un peu positif, solidaire, harmonieux d'une relation sociale. On se rend compte finalement qu'elle est présente. C'est dommage, j'ai mis les bons résultats en bas à droite, donc désolé pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces mots et cette dimension est présente dans la totalité de nos relations sociales, sauf que ce ne sont pas les mêmes mots en fait, que nous employons pour pouvoir parler de cette dimension solidaire et harmonieuse. Ou par exemple, pour les relations professionnelles, c'est plutôt convenable, collective. Relations personnelles, c'est plutôt harmonieuse ou saine. Pour les relations sociales réelles, donc directement vécues, ce sont les relations douces ou charmantes ou agréables. Et ensuite, les relations sociales symboliques, il y a aussi douce, mais il y a apaisé, etc. Enfin, c'est pas les mêmes mots. Voilà. Ensuite, une deuxième dimension, où ici, ce sont plutôt les mots du style troublé, superficiel, déloyal ou toxique. En gros, c'est un peu la dimension négative, tout ce qui est lié avec la complexité des relations, où on se rend compte également qu'elle est présente finalement dans la totalité des relations sociales, mais pas avec les mêmes mots. En troisième dimension, nous avions une dimension qui prend les mots intense, inséparable, passionnelle, profonde, où là c'est vraiment l'intensité et la profondeur émotionnelle, la proximité qu'on peut avoir avec une personne à l'intérieur de notre relation sociale, qui ici, donc elle est présente, elle ressort dans les analyses factorielles, sauf qu'on se rend compte qu'il commence à y avoir des mots qui ne saturent pas assez, en fait, qui ne sont pas assez importants pour pouvoir faire partie de l'analyse, notamment quand on regarde les relations sociales symboliques, en fait le mot intime, par exemple, apparaît, mais après ça commence à être un peu plus flou d'un point de vue des adjectifs qualificatifs. Quatrième dimension, maintenant c'est plutôt les mots du style compétitif, concurrentiel qui arrivent, que nous connaissons tous dans nos relations sociales. Donc tout ce qui est lié avec le conflit, la compétition qu'on peut avoir à l'intérieur de nos différentes relations, qui apparaît également dans la totalité de nos relations professionnelles, à part peut-être dans les relations personnelles finalement, où les mots ne saturent pas assez, et dans les relations sociales symboliques. Et enfin, une cinquième grande dimension, et là c'est plutôt les mots inséparables, indéfectibles ou inaltérables. Donc ça c'est tout ce qui a trait avec la solidité ou la longévité que nous pouvons avoir à l'intérieur de nos relations sociales. Et ici, on se rend compte que, bien qu'elle apparaisse également en tant que cinquième facteur dans les relations sociales, finalement, les mots ont un peu plus de mal à saturer, notamment sur tout ce qui est relations professionnelles, en fait. Voilà. Ça emmène plus de questions que de réponses, finalement, cette étude. Donc voilà, donc finalement, on s'est rendu compte que parmi nos différentes relations que nous avons autour de nous, elles peuvent toujours être vues sous un même prisme avec 5 grandes dimensions. Sauf que ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés pour parler de cette dimension. Et surtout, on se rend compte qu'il y a des mots qui saturent plus ou moins en fonction des dimensions et en fonction des relations. Donc ça nous pousse aussi à nous poser des questions sur notre étude, avec peut-être une première limite qui est le nombre de participants, qui est peut-être un peu trop faible par rapport à des analyses factorielles, sachant que des fois il faut quand même pas mal de personnes. Mais surtout, finalement, nous nous sommes rendus compte que pour l'instant, nous nous sommes seulement basés sur les adjectifs qualificatifs, alors que nous avons en notre possession des verbes et des noms, en fait, et qui pourraient justement nous permettre d'augmenter les noms et d'avoir peut-être des mots qui peuvent saturer de manière plus significative sur nos différentes dimensions. Donc finalement, c'est notre but maintenant de pouvoir utiliser tout ce qui est nom et verbe du dictionnaire pour pouvoir mieux théoriser tout ce qui est relations sociales basé sur un répertoire linguistique.
Ensuite, en termes de perspective, là, nous avons fait cette étude sur population française, mais à savoir qu'en fait, je pense que vous le saviez mieux que moi, hein, les mots changent totalement en fonction des pays, en fonction des langues. En fonction de certains pays, il y a plusieurs mots pour signifier une seule chose, que dans un autre pays, il ne faut qu'un mot. Et en fait, surtout aussi en fonction des cultures individualistes ou collectivistes, qui changent en fonction des pays, où en fait, comment nous verrons nos relations sociales, ça se peut que ça impacte totalement en fonction de notre culture, individualiste ou collectiviste. Voilà. Ensuite, aussi, ce qui serait intéressant, c'est de regarder s'il n'y aurait pas peut-être un impact de certaines variables sociodémographiques sur notre perception des relations sociales. C'est-à-dire que peut-être qu'en fonction de notre âge, de notre vécu, en fonction de notre statut socio-économique, en fait, peut-être qu'on peut voir les relations sociales sous un différent prisme et avec différents mots. Et ensuite aussi, peut-être par rapport à nos expériences passées, c'est-à-dire que si, par exemple, on a vécu un isolement social, si on a eu des ruptures de contrat, si on a eu certaines pathologies, en fait, peut-être qu'on voit aussi les relations sociales d'une façon différente. Et le répertoire linguistique peut peut-être nous aider à comprendre au mieux les différents mots qui peuvent se dégager. Et pour finir, cette fois-ci, à l'effet inverse, en fait, regardez s'il n'y aurait pas un impact de nos perceptions des relations sociales sur notre vie. C'est-à-dire que peut-être que notre représentation des relations sociales peut peut-être impacter notre bonheur, peut-être qu'il peut impacter notre bien-être et peut-être aussi qu'il peut impacter peut-être, par exemple, nos perspectives professionnelles ou d'autres aspects de la vie des individus. Et en fait, c'est des résultats qui pourraient être intéressants même d'un point de vue d'évaluation des politiques publiques. Comment accompagner au mieux des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans leurs relations sociales à un certain moment. Voilà. Merci pour votre attention. Je ne suis pas sûre de bien avoir compris. La tâche, c'est simplement de classifier des adjectifs. Oui. Et à partir de ces classifications, on va considérer que... on va mettre ces classifications en correspondance avec la représentation sociale qu'on a de tel ou tel type de relation, c'est ça? Chaque personne doit répondre en fonction d'une de ses relations, soit professionnelle, soit sociale, soit perso. Et en fait, grâce à l'analyse factorielle, on peut regarder des regroupements de mots qui vont ensemble en fonction de comment ils les ont évalués. Oui, c'est ce à quoi je pense, hein, c'est mon problème, mon objection à cette méthode. Ouais. Je pense aux théories implicites de la personnalité. Ouais. Donc ces structures conceptuelles que nous avons dans la tête et qui font que tel trait actualise automatiquement tel autre, etc. Et finalement, quand on décrit la personnalité de quelqu'un, on ne fait que tirer la ficelle du réseau qu'on a dans la tête. Oui, c'est sûr. Donc voilà, moi c'est un doute. Je ne sais pas si certains... Non, après, c'est une méthode en fait, qui est pas forcément beaucoup utilisée. C'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir l'utiliser. Et effectivement, je ne pense pas que ça prenne en compte d'autres variables. Et c'est même nous qui proposons les mots qu'eux doivent évaluer, etc. Donc évidemment que c'est un biais à prendre en compte dans ce type de méthode. Mais aussi, c'était pour nous l'occasion de pouvoir utiliser quelque chose... du type répertoire linguistique, qui nous a quand même donné quelques données assez intéressantes à voir, mais peut-être, oui, effectivement, peut-être à compléter avec cette approche-là, quoi. J'aurais envie de dire, oui, ça apporte quelque chose d'intéressant, les représentations stéréotypées que nous avons des représentations sociales. C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Merci. Oui, merci d'abord pour cette présentation que moi j'ai trouvée assez claire. J'avais donc une première question, c'était est-ce que vous avez une idée du niveau de corrélation entre les 5 dimensions? Est-ce que vous avez fait un travail pour savoir s'il y a des corrélations fortes sur vos 5 dimensions? Alors non, mais, okay. Mais oui, ça paraît logique. C'est pas grave, vous inquiétez pas, c'était juste pour annoncer ma remarque. En fait, si vous voulez effectivement remettre les 5 dimensions, il y a notamment la dimension 3 et 5 qui me semble, pour pouvoir être très proche, au point peut-être de faire une seule et même dimension de ces 2 dimensions. C'est pour ça que je vous demandais la corrélation, parce que derrière, il y aurait quand même un concept qui est extrêmement important dans les relations sociales, c'est le concept d'attachement.
Et lorsqu'on prend en compte ces deux dimensions, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez des corrélations entre les dimensions, ça pourrait vous permettre de faire de la dimension 3 et 5 une seule dimension qui est celle des relations sociales qui sont marquées par l'attachement. Or, les humains, les êtres humains sont particulièrement sensibles à cette notion d'attachement. Oui, totalement. Merci pour votre réponse. Totalement, même quand je le présentais et quand j'ai re-regardé les données, effectivement, je me disais, tiens, entre ces dimensions, il y a peut-être quelque chose à faire, de les regrouper, sauf qu'en fait, c'est une analyse que j'avais faite par analyse exploratoire qui m'ont donné, et en fait, avec 5. Et en fait, le truc, c'est que quand je demandais avec 4 facteurs, ça me donnait pas justement le mélange de la 3 et de la 5 en même temps. Ça me faisait d'autres trucs, et en fait, finalement, c'était très, très dur à interpréter en fonction des mots qu'il y avait, et pour moi, c'est ce qui paraissait le plus propre avec les 5. Parce que ça permettait d'être vraiment plus distinct. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé d'un point de vue vraiment corrélationnel, en fait. Mais merci. De toute façon, on doit continuer le travail, donc parfait, merci. Merci. Peut-être une toute dernière question. Sinon... Personnellement, c'est plutôt une question en revenant sur la façon dont la méthodologie a été faite. Donc, vous aviez... J'ai retenu à peu près 300 adjectifs. Ouais, 372. D'accord, donc plutôt 400. À quel point est-ce que ils ont tous, été utilisés effectivement, parce que donc vous fournissiez, si j'ai bien compris, la définition et les adjectifs aux personnes. Ça devait faire une liste assez conséquente. Comment est-ce que ça se passait à ce niveau-là, la phase de sélection effectivement de ces adjectifs? Il y en avait beaucoup qui ressortaient tout simplement pas, en fait, dans l'AFC. Donc, du coup, j'en ai conclu qu'après, il y a des mots qui sont aussi plus complexes. Par contre, le mot « amen », finalement, moi, je pensais pas qu'il allait ressortir, mais en fait, il ressort, par exemple, dans les relations sociales symboliques, dans les relations solidaires. Alors que c'est pas forcément un mot qu'on utilise, mais en fait, c'est ressorti, ça saturait très fortement. Et voilà, après, je pense que s'il y a des mots qui sont un peu moins utiles, en fait, c'est passé à la trappe avec l'analyse factorielle, qui a sélectionné, je pense, ce qu'il fallait, j'imagine. Je voulais aller un peu plus loin, vraiment, sur le plan méthodologique, dans le sens... est-ce que c'était présenté plutôt sous la forme, donc peut-être d'un livret qui les regroupait? Est-ce que c'était sorti de manière aléatoire, justement, ces mots? Comment est-ce que vraiment les participants faisaient leur sélection? Parce que je m'interroge, en fait, sur les faits de les mettre face à une liste aussi volumineuse. Comment est-ce que... est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'impact, de tendance à survoler le répertoire? Oui, totalement. D'aléatoire. Je ne sais pas si ça a été aléatorisé. J'étais pas là pendant le recueil de données. Ça a été aléatorisé ou pas? Effectivement, ils avaient la liste déroulante des adjectifs et ils pouvaient les appareiller en glissant les adjectifs qui correspondaient à la cible Donc il y a effectivement le risque de charge cognitive qui peut... Mais l'idée, c'était bien d'étudier indirectement les représentations, pas sociales, mais les représentations stéréotypées, on est d'accord. L'idée, c'est bien de créer une typologie, non pas une théorie implicite de la personnalité, mais une théorie implicite des relations sociales, on est d'accord, derrière. L'objectif, il est là. Pour préciser, justement, l'idée d'invoquer le répertoire linguistique, c'est bien aussi d'invoquer des différences du point de vue sociétal. D'accord ? L'idée, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes mots en fonction de la position qu'on occupe dans la société et d'autres éléments sociobiographiques pour penser le monde. D'accord ? C'est une vision, je dirais, complémentaire ou discursive de la notion de représentation sociale qui est invoquée ici. Mais c'est l'idée que les gens, à partir du vocable dont ils disposent, pensent le monde différemment. D'accord ? Donc là, on est sur une première approche très globale avec l'idée de repérer des dimensions structurantes qui peuvent effectivement être attachement, mais on pourrait retrouver chez leurs compétences un peu là-dedans aussi. Et à partir de cette typologie, d'explorer ce qu'on a dit tout à l'heure, les verbes, les noms, mais aussi derrière, d'aller après plus précisément invoquer des relations particulières en invoquant des variables sociodémographiques plus précises. Un peu comme ça a été fait avec la notion de personnalité à une époque, voilà, tout simplement. Merci. De rien. Merci à tous. Donc, nous accueillons Moisseron, Baudet, Mathilde pour la dernière présentation de la matinée. La matinée, pardon. La dernière présentation avant la pause. Bon, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'accueillir cette présentation aujourd'hui. Et puis, je tiens aussi à vous souligner que
Je suis ravie en fait des partages que nous avons eus depuis hier. La communication que je vais vous présenter porte sur un projet de recherche que je mène avec différents collaborateurs. Donc, je suis Mathilde Moisseron-Baudet, maître de conférences en psychologie à l'école des psychologues praticiens à Paris et à Lyon. Et je suis également donc réserviste au sein de l'armée de terre au niveau de la réserve du CCF. Vous allez entendre beaucoup d'acronymes. À l'armée, on utilise beaucoup d'acronymes. Donc, c'est le commandement du combat futur. Voilà. Aujourd'hui, la présentation porte sur la rééducation de ses sens pour reconsidérer son existence personnelle et professionnelle. Il s'inscrit dans un programme de recherche qui s'appelle BEC, biophysiologique, existentiel et communautaire. Ce projet, il a été initié lors de mon post-doc au sein de l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, et il s'inscrit plus largement dans les actions qui sont menées par le service de santé des armées sur la prise en charge globale des militaires blessés, que ce soit suite à un trouble de stress post-traumatique ou à une blessure physique. Et l'idée de ce projet, il s'insère au sein de la CABAT, donc de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, qui a pour objectif de travailler sur la réhabilitation psychosociale et le rétablissement des blessés dans la durée, en complément des prises en charge médicales. Donc la primauté est effectivement donnée à la condition humaine. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner les blessés au développement de leur sens, de leur vie, mais aussi de leur intégration dans le monde du travail. Je tiens juste à souligner que ce programme d'intervention a fait l'objet donc de 2 avis du comité scientifique qui ont été rendus et comité éthique qui ont été rendus positifs, un par l'HIA de Sainte-Anne en 2023, puis par l'école des psychologues praticiens qui a renouvelé son accord en 2024. L'objectif, c'est de proposer à ces militaires blessés, dans le cadre d'un stage qu'on appelle le stage CREBAT, donc c'est le centre de ressources des blessés de l'armée de terre, un atelier de 2 heures qui va porter sur les sens. Donc 5 ateliers vont être proposés dans ce stage CREBAT, où nous allons effectivement explorer les sens ensemble. Et puis ce stage dure 8 jours. Et dans ce stage, il va y avoir des temps réflexifs existentiels qui vont leur être proposés en sus de toutes les autres activités sportives, centres de ressources qui vont effectivement faire l'objet de ce stage. Notre objectif de ce projet porte effectivement sur les dimensions biophysiologiques, existentielles et communautaires, avec l'idée de savoir si elles contribuent justement à favoriser, soutenir le rétablissement psychosocial et la reconstruction identitaire des militaires blessés. Pour ça, on a 3 objectifs. Un qui va porter plus spécifiquement sur la cohérence cardiaque. On va travailler justement sur un programme qui va les initier sur la respiration contrôlée. Deuxièmement, c'est travailler sur les objets qui vont relever de l'intelligence spirituelle, le développement, le prolongement d'intelligence cognitive et émotionnelle. Et puis, l'idée, c'est de faire du lien les uns avec les autres, donc un levier communautaire qui, effectivement, porte sur le rôle des interactions communautaires dans les mécanismes d'appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie. La présentation d'aujourd'hui porte sur notre première expérimentation que nous avons faite au sein d'un stage particulier que nous avons mené avec 7 blessés, qui étaient donc 7 blessés psychiques atteints d'un trouble de stress post-traumatique dans une situation de congé de longue maladie. Ils ont été inclus donc lors de ce CREBAT. Il y avait donc une femme, 6 hommes, et leur moyenne d'âge est à peu près de 36 ans. Je rappelle et je souligne l'importance du cadre déontologique dans lequel nous nous inscrivons. L'important, c'est qu'ils soient volontaires pour participer, et c'est toujours une proposition qui leur sont faites de participer à ces ateliers et ces temps réflexifs existentiels. Je tiens à souligner qu'ils ont tous été volontaires durant ce stage pour y participer. Le stage a eu lieu donc entre le 30 juin et le 7 juillet 2023. Nous étions dans un centre militaire situé dans le sud de la France. La proposition des 5 ateliers et des temps réflexifs a été menée à son terme.
À l'issue de ce stage CREBAT, à 60-90 jours, nous avons un post-CREBAT, mais cette fois-ci situé donc aux Invalides, à la CABAT, à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, où là, de nouveau, on réaccueille donc les stagiaires ainsi que l'ensemble des équipes. Donc, on s'est tous réunis le 26 septembre 2023. Et là, nous avons pu faire notre recueil de données à l'aide de l'IPA, notamment, dont je vais vous parler. Notre équipe de recherche, je ne suis pas toute seule, je suis investigatrice principale, effectivement, sur ce projet, mais ô combien il est important de s'entourer d'autres personnes. Donc, Marion Trousselard, qui est médecin en chef général au sein de l'IRBA, Célia Belrose aussi, que vous avez juste ici, qui est psychologue clinicienne, Elisabeth Grimaud, qui est mon doublon, mon binôme lors des stages CREBAT, qui elle est spécialisée dans la linguistique, et puis Valérie Hu, qui est photographe et qui nous accompagne sur l'ensemble des stages. Alors, comment ça se déroule? L'idée, c'est de leur présenter, faire une première proposition sur une invitation au voyage des sens pour leur permettre de mettre au travail, durant chaque atelier, qui dure en moyenne 2 heures, un sens particulier, autour d'un discours qui se fait de manière collective et qui est un temps d'échange sur différents objets que nous allons pouvoir mettre en discussion, notamment par le biais de livres, d'ouvrages, de sons différents, où ils sont vraiment amenés eux-mêmes à choisir ce qu'ils ont envie de mettre au travail, mais toujours fixés sur une pensée qui est positive et dans l'ici et maintenant. À l'issue, effectivement, de ces ateliers, dans le cadre de ce stage, puisque nous vivons presque 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7, c'est de leur proposer aussi des temps réflexifs, cette fois-ci individuels ou bien collectifs à leur convenance, en fonction de ce par quoi ils sont traversés durant ce stage. Donc ça peut être différentes thématiques qui portent sur des objets existentiels, tels que la mort, tels que le sens de la vie, le sens du travail aussi, la communauté, la spiritualité, la liberté. Une fois ce stage CREBAT passé, lors du post-CREBAT, nous sommes amenés avec l'équipe à mener donc des entretiens individuels phénoménologiques. C'est une méthode d'analyse, je vais nommer à présent IPA. Ça se structure sur un entretien semi-structuré d'une heure à peu près. Là, en moyenne, auprès des 7 stagiaires, ça a duré à peu près 41 minutes. C'est une méthode qualitative qui est reconnue en psychologie existentielle et qui permet vraiment une exploration en profondeur des significations qui sont données à certains événements majeurs de vie. Et surtout, ça permet de faire en sorte que le stagiaire se situe au centre de son discours. À aucun moment, en tant que chercheur, nous venons faire des inférences sur son discours et nous tenons à avoir une rigueur très forte dans le fait que c'est une approche inductive, donc nous ne partons pas d'hypothèses, mais au contraire, on suit l'ensemble de ce qu'ils ont envie de donner comme élément dans leur discours. On part de la question suivante. Vous avez participé donc au stage CREBAT qui a eu lieu du 30 juin au 7 juillet. Comment avez-vous vécu cette expérience? Voilà. Et puis ensuite, on active ensemble différents échanges lors de cet entretien. En sus de cette analyse, on a fait le choix de la compléter avec une analyse textuelle avec le logiciel Iramutech afin de corroborer les résultats et d'offrir donc une vue d'ensemble des formes récurrentes du discours. Pour l'IPA, la méthodologie, elle est simple et elle est rigoureuse. Nous nous sommes appuyés notamment sur Antoine et Smith qui donne des préconisations par rapport à l'application de l'analyse et du traitement de l'analyse, qui passe évidemment par la retranscription, avec une lecture minutieuse donc des premières observations qui émergent de ce discours, l'identification des points de similitude et de convergence, puis l'identification des thèmes qui sont émergents et la représentation chronologique des thèmes sous forme de graphiques. Nous réitérons bien évidemment cette application-là pour l'ensemble des 7 stagiaires, puis avec l'ensemble de l'équipe, nous portons une attention sur les recherches récurrentes thématiques. Pour vous donner quelques éléments relatifs aux résultats sur l'analyse intersubjective menée avec l'IPA, 7 thèmes émergent. Celle de la blessure, comme vous pouvez vous en douter. La verbatim qui a été relevée, c'est la suivante. Après, il suffit d'être prêt pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie.
Si vous voulez, on arrive ici, en crébate, on est blessé. Entre guillemets, entre guillemets, on est blessé. Donc c'est l'histoire, effectivement, qu'ils ont suivie, notamment alors suivi psychologique, psychiatrique également, qu'ils évoquent. La deuxième thématique, c'est celle du groupe. Au départ, ce n'est pas évident pour eux, puisqu'ils ne se connaissent pas, et ça se traduit de la façon suivante. Donc déjà, c'est des inconnus à inconnus, mais on ne sait pas. C'est déjà en fait une appréhension. Mais du coup, ça a déjà matché, de 1. Et après, en fait, ça a créé une liaison. Et après qu'il y ait eu cette liaison, en fait, ça a créé une communion. Et ça a fait, en fait, ça a abouti, en fait, à l'effet de groupe. Voilà. Donc, on sent que c'est ce qui va les guider, c'est ce qui va effectivement être porteur de toute la dynamique qui va se jouer lors du stage Crébat. L'atelier des sens aussi est révélé lors de cette analyse intersubjective comme étant très fortement marqué dans le discours, avec une redécouverte, l'appréhension, puis l'émerveillement. Dans le week-end qui a suivi, une autre sensation, je dirais, de choses que j'avais oubliées, c'est-à-dire que des odeurs. Voilà. Et puis les émotions aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a des éprouvés, du négatif, puis petit à petit aussi s'instaure de la confiance, vers de la confiance qui est beaucoup plus positive cette fois-ci. Voilà, moi j'ai pleuré parce que je ne pourrais pas te dire exactement les raisons, mais je ne sais pas si c'était peut-être de l'apaisement ou bien parce que j'avais du monde qui me suivait. Encore l'effet effectivement du groupe. 5e thématique, c'est évidemment toutes les autres activités qui sont proposées durant ce stage Crébat, l'atelier ressources notamment, défense mobilité, le sport, et puis des nouveaux apprentissages, mieux se connaître, être en connexion davantage avec soi-même, puis aussi avec les autres, avec leur environnement. Ça ressort par la verbatim suivante. Elle nous a rééduqués en fait au sens. Donc vous comprenez le lien avec le titre de la proposition de communication aujourd'hui, en disant c'est pas mal quand même de partir en forêt, puis d'écouter un peu les oisillons, mais c'est vrai. Et puis l'après-Crébat, c'est-à-dire sur ces 60-90 jours, il s'est passé effectivement du temps. Il y a eu des actions qui ont été faites, il y a des défis effectivement qui ont été passés, de sociabilité notamment, de sentir, de prendre le temps. Ça se traduit de la façon suivante, sentir les odeurs, la vue surtout, pour voir à l'heure d'aujourd'hui. Je m'arrête par exemple, si je vois qu'il y a une fleur qui est belle, je m'arrête et je prends une photo. Voilà, donc nous insisterons bien évidemment sur la singularité des expériences qui sont rapportées, puisque là, ce qu'on traduit, c'est une tendance générale à un engagement plus profond envers soi, dans la manière d'interagir avec le monde et d'agir aussi et de se rapporter par rapport aux autres. Au niveau maintenant de l'analyse factorielle que nous avons pu mener des correspondances avec le logiciel Iramutech, il ressort 3 mondes lexicaux du corpus, la blessure qui est davantage exprimée par ce que vous voyez en violet, l'atelier des sens en rouge et puis en vert, et puis les activités relatives au stage en bleu clair. Au niveau du dendrogramme, représentant les principales formes de chaque classe, l'analyse qui est effectuée en fait grâce au logiciel Iramutech, on voit qu'elle est cohérente effectivement avec l'analyse intersubjective. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que ça corrobore avec la dernière intervention que nous avions eue hier soir avec Marie-France Agnoletti, où je rejoins effectivement ça. Cette analyse Iramutech, elle est moins fine dans le découpage par unité de sens, et elle laisse apparaître des classes qui sont donc plus générales. Cette analyse permet néanmoins d'appuyer les catégories que nous avons extraites, nous, dans l'analyse intersubjective avec l'IPA. Ce qui a pu nous permettre de mettre en évidence donc, les thématiques suivantes, celle du groupe qui ressort, l'importance du travail sur les sens chez les individus qui sont atteints d'un trouble de stress post-traumatique, mais aussi l'importance d'une proposition de type existentiel et l'impact du traumatisme aussi chez les militaires. Je termine parce que le stage se termine toujours de la même manière. Il se termine par un défi où ils doivent faire corps ensemble sous l'aspect d'un totem. La verbatim est la suivante. En fait, c'est tout autour des sens parce qu'il y avait l'atelier des sens qui était pris en compte. Donc, du coup, il y a eu l'ouïe avec la musique, la petite note de musique que vous voyez là. C'est ça, si mes souvenirs sont bons. L'odorat, donc avec la fleur, la vue.
Et la main représente le toucher, le goût, donc avec les couverts. Ensuite, après, les 3 mots, c'est lors de notre dernier atelier, qui sont celui de l'espoir, de la confiance et de la cohésion. Je termine sur effectivement la discussion et nos propos conclusifs autour de cela. C'est qu'il semble que co-construire, en fait, vivre des ateliers, des temps réflexifs existentiels ensemble et se questionner sur le sens de ces sens, eh bien, invite à découvrir, à partager son univers et contribue à améliorer de manière significative l'attention aux informations sensorielles, la régulation de ses émotions, la conscience de soi aussi, et puis le bien-être dans sa conception aussi de sa vie plus largement. Ce qu'on a pu aussi observer, c'est qu'il y a un réel enthousiasme qui transparaît pour les blessés. Et puis, par ailleurs, il y a une évolution plus ou moins importante qui est à noter quant au rapport qui est entretenu aux troubles de stress post-traumatique. Enfin, une étape qui est intermédiaire, réellement soutenante pour une réhabilitation psychosociale qui va dans le sens aussi des objectifs plus méta de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Je conclus sur le fait que depuis le 24 juillet 2024, l'ensemble de ce programme BEC est maintenant bien inscrit dans l'ensemble des stages qui sont proposés par la CABAT, puisqu'elle fait dorénavant partie, ce programme fait dorénavant partie d'une note qui institue donc le programme BEC pour l'ensemble des stages. Ce sur quoi nous sommes amenés à travailler au sein de l'équipe, c'est d'approfondir certaines explorations thématiques que nous avons pu faire émerger à l'issue de nos différentes analyses, notamment sur une dimension spirituelle chez les blessés qui apparaît de manière implicite, mais il y a effectivement cette dimension spirituelle qui est mise au travail, les transformations, l'évolution du trouble de stress post-traumatique d'un point de vue clinique, mais également, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous avions l'aide d'une photographe qui est avec nous, c'est l'art visuel, avec l'apport du support justement photographique qui leur est présenté lors du post-crébat. Et je termine sur le poster qui leur est présenté et quelques verbatims qui sont relevés, notamment sur le fait que pour eux, ça a été une vraie révélation, un déclic, une découverte, une rééducation de leur sens, une autre manière de penser face à des vrais échanges qui ont été très authentiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. On prend une question, puis on... Oui, bonjour, merci pour la communication. Est-ce que vous avez fait une mesure avant-après du stress post-traumatique pour voir justement, puisque c'est une validation d'un outil finalement? Alors, effectivement, c'est une très juste question, sauf qu'on n'est pas là du tout pour cela. On est là dans l'ici et maintenant. On est là pour réancrer leur conscience de soi et éventuellement les rééduquer, effectivement, comme je vais réutiliser leurs propos, ce n'était pas du tout mon intention de départ sur le programme BEC, mais de rééduquer leur sens. Donc, l'idée, c'est qu'il y a eu effectivement un passage suite effectivement à ce qu'ils ont pu vivre dans le cadre de leur mission. L'idée, c'est de passer sur une identité qu'ils vont être amenés à se forger aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand il y a eu préparation pour aller dans ce stage Crébat, notamment avec le suivi des psychologues et des psychiatres, on voit qu'effectivement, c'est une forme vraiment de défi. C'est ce qui est ressorti dans les entretiens. Pour eux, déjà de se confronter de nouveau à des environnements sociaux, puisque pour la plupart sont très isolés, voire parfois complètement seuls. Ce qui émerge aussi, c'est que quand on a cette dynamique dans laquelle nous sommes, ils sont accompagnés, eux, sur un point de vue de soins, sur un parcours de soins. L'objectif tel qu'il nous était fixé avec le SSA, notamment, c'était de ne surtout pas rentrer dans ce parcours de soins. Donc, c'est vraiment d'avoir des outils qui les amènent à travailler sur cette réhabilitation et dans le cadre du rétablissement en psychologie sociale, en fait, vraiment. Voilà. Oui. Merci pour la communication. Dans le même ordre d'idées, je me demandais, parce que finalement, il est possible que dans ce qu'ils vous disent lors de ces entretiens,
il y ait le contenu de ce qu'ils ont entendu dans les ateliers qui ressorte, qui se reflète un petit peu ici. Et je me demandais s'il ne pourrait pas être judicieux aussi de faire 2 entretiens, peut-être un avant l'atelier, un après l'atelier, pour voir en quoi les discours se modifient. Vous voyez, parce que là, du coup, tout est concentré. À la fois, on les interroge sur eux-mêmes, leur histoire. Enfin, il est probable qu'ils disent des choses d'eux-mêmes là-dedans. Et puis, il y a l'effet atelier. Ce qui semble être plus l'objectif de votre recherche, c'est de vous focaliser sur l'effet atelier à travers ce que les personnes en disent. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Merci. Merci pour cette suggestion. Effectivement. Merci. Merci à vous. Donc on prend 15 minutes de pause et on se retrouve vers 10h45 environ.